Je vais maintenant présenter les membres d'honneur et je vais demander à Madame Fioraso de bien vouloir me rejoindre. Bien, c'est pour moi un grand plaisir et une grande fierté de recevoir Geneviève Fioraso aujourd'hui comme nouveau membre d'honneur de notre Académie. Donc je vais essayer de vous la présenter sommairement, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais elle a eu un parcours politique, elle a toujours d'ailleurs un parcours politique et professionnel avec de multiples missions institutionnelles. Le fil rouge de cette carrière riche et diversifiée, bien remplie, a débuté en 1975 et elle se poursuit donc encore aujourd'hui. Elle pourrait se résumer par quelques mots. Grenoble, politique, enseignement, formation, recherche. Et je garde celui qui nous touche de plus près à l'Académie également, espace. Alors pour ne pas vexer mes autres confrères académiciens, je rajouterai plus tard aéronautique. En 1975, vous commencez par un enseignement, puis 3 années plus tard, vous arrivez à Grenoble, où la politique intervient puisque vous êtes chargé de mission auprès du maire, Monsieur de Bedoux. À partir de 1995, vous occupez diverses fonctions et je ne vais pas les détailler. D'ailleurs, vous pouvez tous lire sur Google toutes les informations. Mais à partir de 1995, tout va s'accélérer. Une première partie toujours grenobloise, mais beaucoup plus politique, puisque vous devenez directrice de cabinet de Michel Destaut, élu maire de Grenoble. Vous occuperez ensuite le poste de directrice fondatrice de l'Agence régionale du numérique, mise en place par les réseaux des villes Rhône-Alpes pour assurer la diffusion du numérique dans les PME de Rhône-Alpes, ce qui montre votre intérêt pour la science et la technique. Par ailleurs, en 2003, vous devenez PDG de la société d'économie mixte Minatech, entreprise, plateforme de valorisation industrielle du campus d'innovation dédié aux micro- et nanotechnologies. Ce qui explique aussi l'intérêt que vous portez au centre passionnant du CA de Grenoble où nous vous avons rencontré. Ensuite, une partie plus nationale, puisqu'en 2007, vous êtes élu député de la première circonscription de l'Isère. En tant que député, vous devenez membre de la commission des affaires économiques, membre de l'OPEXT. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'OPEXT, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, mais aussi rapporteur pour avis des budgets sur l'industrie, l'énergie, le développement durable et la recherche technologique. En 2012, vous devenez ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, à ce titre, vous assurez, pour ceux qui ne le sauraient pas, la tutelle de l'espace. Vous représenterez donc à cette position le gouvernement français pour les conférences ministérielles de l'ESA, en particulier celle de Naples en 2012 et celle du Luxembourg en 2014, avec la décision combien importante que tout le monde connaît de lancer le programme Ariane 6 dans un contexte délicat, pour ne pas dire difficile. Vous reprenez votre siège de député en 2017, où vous serez membre de la commission défense et du groupe espace de parlementaires. Parmi ces nombreuses fonctions d'administratif que vous exercerez, je voudrais citer en particulier celle du CSUG, que tout le monde va connaître, c'est le Centre spatial universitaire de Grenoble. En 2016, le Premier ministre vous recharge d'une mission, celle de proposer une stratégie spatiale française en Europe. Quelques mois plus tard, vous publierez le rapport Open Space qui fait toujours référence aujourd'hui. Depuis 2017, vous êtes présidente de l'Advisory Board de l'ESPI, European Space Policy Institute à Vienne, enfin, en mars 2019, vous êtes devenue la présidente de l'Institut de recherche de technologie IRT Saint-Exupéry à Toulouse, et bien sûr dédié au spatial, mais aussi à l'aéronautique. C'est comme ça que cette carrière montre bien votre attachement et votre goût pour les affaires spatiales. J'en veux encore pour preuve tout l'intérêt que vous avez porté lors de notre visite à Grenoble aux travaux de notre académie, où vous nous avez donné des conseils qui nous ont été très fructueux et nous en sommes reconnaissants également.
Donc c'est pour ça que je pense que tous vos conseils, nous serons ravis de les suivre et nous sommes ravis de vous accueillir à l'Académie de l'air et de l'espace. Merci Madame Surasso. Alors j'ai compris que je devais être brève et comme je suis disciplinée, Anne-Marie, la présidente, m'avait dit 2 minutes, pas plus. Je vais essayer, hein, c'est très difficile. Puis j'ai compris qu'il y avait un avion aussi pour le PDG de Safran, donc il faut que je sois extrêmement disciplinée dans le temps. Alors ce qu'Anne-Marie n'a pas dit, c'est que j'avais aussi, il y a 30 ans, je faisais partie un peu des pionniers qui s'étaient engagés dans la voie des start-up. C'était une start-up du CEA dans le domaine de l'énergie. Et je dois dire, pendant 6 ans, j'ai énormément appris. C'est peut-être là que j'ai appris tout ce qui m'a servi par la suite. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas le programme d'investissement d'avenir, il n'y a pas tous les outils d'accompagnement que l'on connaît. Donc il fallait convaincre tout le monde, des banquiers. Et quand on réalisait des simulateurs d'interface pour l'ergonomie, interface homme-machine des opérateurs de centrales nucléaires et de centrales thermiques, croyez-moi, c'était pas gagné pour avoir des crédits à la BNP. Mais, c'était notre banque, hein, mais c'était pas plus facile ailleurs. Il fallait qu'on traduise des contrats qui n'étaient pas forcément écrits en français. On se trompait à peu près sur toutes les embauches. On ne savait pas forcément gérer des négociations commerciales. Et je dois dire que c'est sûrement ce qui m'a le plus appris. Pour vous dire que dans ce parcours complètement atypique qui fait que vous accueillez aujourd'hui une OVNI, ce qui m'a guidée toujours, c'est d'abord le fait de découvrir des mondes nouveaux, d'apprendre, d'innover, d'apprendre de ses erreurs et de ne jamais s'installer dans une zone de confort. Et je crois qu'en fait, c'est ça que j'aime dans l'innovation, c'est ça que j'aime dans le spatial. Le spatial, c'est un secteur qui est totalement bousculé. Tous les paradigmes changent. La digitalisation, le moindre coût, l'accès à l'espace beaucoup plus facilité par rapport à ce qui se passait auparavant. Il y a 50 ans, il y avait à peine 5 acteurs dans le spatial. Aujourd'hui, au sein du COPOS, le Conseil de l'UNESCO, des Nations Unies, qui réunit les acteurs du spatial, là, il y a 85 nations. Ça change absolument tout. Ça veut dire aussi qu'il y a des problèmes nouveaux qui se posent. Les problèmes nouveaux, ils sont liés à l'environnement et je pense qu'ils se posent aussi dans le domaine de l'aéronautique et ce sont des problèmes que je trouve passionnants à résoudre. Il ne faut pas prendre ça comme une contrainte, il faut prendre ça comme une formidable opportunité. Jouer la sobriété, faire en sorte que on s'intéresse aux usages, qu'on soit sobre dans toute la chaîne de l'aviation, mais qu'on soit sobre aussi dans la chaîne du spatial. Qu'on fasse attention parce que les constellations qui vont produire des collisions et qui produisent des débris, c'est quelque chose qui va polluer, et j'utilise ce mot volontairement, qui va absolument polluer l'image du spatial dans les esprits. Et on a besoin, pour investir dans l'aéronautique, pour investir dans le spatial, des domaines dans lesquels on a la chance en France, en Europe, d'être encore leader, on a absolument besoin d'avoir une adhésion de l'ensemble des citoyens. Pour avoir cette adhésion, et en particulier chez les jeunes, il faut absolument avoir une réponse dans ces domaines liés à l'environnement, à la sobriété énergétique et aussi à la fiabilité et à la sûreté des installations. Et ce sont des enjeux absolument passionnants parce qu'ils sont technologiques, mais ils sont aussi sociologiques, ils sont aussi politiques, ils sont économiques. Donc on voit bien qu'on a une multidisciplinarité à avoir qui était peut-être pas de mise dans un monde d'ingénieurs. Et j'aime les ingénieurs. Je suis mariée depuis assez longtemps à un ingénieur. Je connais bien les ingénieurs. J'ai fait toute ma carrière professionnelle au milieu d'ingénieurs. Mais je dis aux ingénieurs, accueillez les ovnis. Ça peut être utile. Ça peut être utile aussi d'accueillir un peu plus de femmes. Voilà, ce sont les messages que je voudrais développer au sein de votre académie. Je suis très flattée, très honorée que vous m'accueilliez et je pense que notre message sera immédiatement européen parce que si on veut peser au niveau mondial, il faut être définitivement européen, surtout dans les difficultés qui étaient évoquées à l'instant par un ancien membre de la DG Gros et de la DG Entreprise. Merci de votre confiance et j'essaierai de contribuer à l'action de l'académie que je crois efficace parce que elle est désintéressée, elle est nourrie par l'expérience, mais elle est tournée vers l'avenir et vers les générations qui suivent. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant Maître Daniel Soulez-Larivière.
Alors, c'est pour moi, effectivement... Vous voulez vous asseoir ou... Ça va. C'est pour moi un grand plaisir et une grande fierté d'accueillir Maître Daniel Soulez-Larivière comme nouveau membre d'honneur de notre Académie. Alors, vous voyez que son profil est un peu différent de ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Il est né en 1942 à Angers, où il est diplômé d'études supérieures de droit public et de l'Institut d'études politiques de Paris. Il termine ses études en 1965 et en 1966, il devient chargé de mission au cabinet d'Edgar Pisani, ministre de l'Équipement et du Logement du général de Gaulle. Au départ du général, Daniel Soulez-Larivière quitte ses fonctions du cabinet ministériel et se consacre entièrement à sa fonction d'avocat. Il fonde son cabinet en 1969. Au début des années 70, il plaide des affaires d'espionnage et différentes affaires très médiatisées. Ainsi, il est commis d'office pour plusieurs agents de l'Est et va défendre le chef d'orchestre rouge, Léopold Trepper, qu'il fera rentrer de Pologne en 1973. À la même période, il intervient dans l'affaire de la garantie foncière, dont chacun se souvient et qui fut le plus grand scandale immobilier et financier des années 70. En 1985, il est choisi comme avocat de l'État et de ses 2 agents détenus en Nouvelle-Zélande dans l'affaire du Rainbow Warrior. Sa mission, très complexe, faire sortir les 2 agents de prison et négocier un compromis d'arbitrage avec Greenpeace dans le contexte du droit néo-zélandais. Ce fut une première juridique et une mission à succès. À la fin des années 80, Maître Soulez-Larivière est avocat de l'État dans l'affaire Carrefour du Développement. Mais surtout, et c'est là que nous commençons à le regarder de plus près, avocat de la Direction générale des douanes. Il est intervenu dans diverses affaires liées aux catastrophes technologiques, comme le naufrage de l'Erika, l'effondrement du stade Furiani ou l'explosion d'AZF à Toulouse. Au-delà de cette carrière, nous l'accueillons à l'Académie en raison d'un rôle extrêmement important qu'il a joué dans le domaine de l'aéronautique. Il est avocat de la Direction générale de l'aviation civile depuis 1981. À ce titre, il a défendu plusieurs fonctionnaires de l'aviation civile à la suite de différents incidents aériens dont chacun se souvient, comme ceux du Mont-Saint-Odile, d'Absheim ou du Concorde. À l'exception d'un cas particulier, tous ont été relaxés et certains de nos confrères lui en sont reconnaissants. Daniel Soulez-Larivière n'a cessé d'alimenter de façon constante la réflexion de l'État et de tout le secteur sur les aspects juridiques de la sécurité aérienne dans le cadre très spécifique qui la sous-tend. Ce code fait reporter la sécurité aérienne sur l'exploitation du retour d'expérience, facilité d'un concept de culture juste, non punitive. Ainsi, il suit de très près les évolutions du droit européen et international à l'OACI dans le domaine. Depuis de nombreuses années, il apporte ses conseils afin d'améliorer le dispositif de choix des experts judiciaires, sujet qui a été mis en lumière lors de grandes affaires évoquées ci-dessus. La compétence des experts judiciaires est un élément déterminant pour le bon fonctionnement de la justice, et vous en avez tous entendu parler. Il apporte son aide et ses conseils aux membres de l'Académie de l'air et de l'espace qui travaillent sur ce sujet. Il nous a introduits auprès de Jean-Claude Marin, procureur général près de la Cour de cassation, à qui nous avons fait faire part de nos propositions. Celles-ci sont maintenant prises en compte et en considération par le ministère de la Justice. Il a été membre de la commission Vedel sur la réforme de la Constitution et membre de la commission Avril pour créer un nouveau statut pénal du chef de l'État. Il a écrit un grand nombre d'ouvrages sur la justice, dont l'avocature en 82, la transparence et la vertu en 2014 et face aux juges en 2018. Maître Soulez-Larivière est officier de la Légion d'honneur et chevalier dans l'ordre de l'ordre du mérite. Merci de venir nous rejoindre et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Dans la description très pétillante qui a été faite par Monsieur de la Sayette de cette salle et de ses peintures qui l'ornent, moi je fais partie du tableau numéro 3. Je suis caché dans le fond. Alors on peut se demander qu'est-ce que la justice a à faire avec l'aéronautique.
Effectivement, c'est une bonne question parce qu'avant les années 80, en tout cas en France, l'administration, la justice, l'autorité judiciaire ne s'intéressaient pas particulièrement aux accidents qui se produisaient. Pour l'autorité judiciaire, c'était l'autorité administrative qui faisait son office, et notamment le BEA, qui a beaucoup grandi depuis 30 ans. Alors, le problème et l'avantage de l'aéronautique, c'est que c'est un domaine dans lequel la vertu est couplée avec le commerce. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle la justice est assez sereine à l'égard des problèmes aéronautiques, parce que précisément, il y a cette vertu qui est au centre de tout. S'il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de commerce, et voilà. Alors, le problème s'est développé quand même avec l'histoire. Il y a 30 ans, premier accident que j'ai traité pour une administration, le jugement de la Cour d'appel a été... Mais le directeur général a dit que le chef du bureau de la certification avait fait parfaitement son travail, donc il n'y a pas de problème, et puis le système international est là. Et 30 ans plus tard, dans l'affaire du Concorde, on a assisté à un grand développement de la présidente de la Cour qui se demandait vraiment comment un système comme ça, un système aéronautique, pouvait reposer sur la confiance. Ce qui, effectivement, change un peu la situation et peut susciter l'inquiétude. En tout cas, c'est la mienne. Et là-dessus vient d'intervenir le problème du 737 MAX, qui, je ne vous cache pas, de mon point de vue de juriste, et par rapport à ce que je viens de dire, est un gros problème. Car on assiste dans cette affaire à, d'abord, ce qui est très rare, parce que c'est pas arrivé depuis l'affaire Valujet il y a 25 ans, il n'y a pas de poursuite américaine dans les accidents d'avion, ça ne se fait pas. Le NTSB fait son travail, bon bref, il n'y a pas de... Mais là, pour la première fois, on a eu le département de la justice qui s'est intéressé à cette histoire. Nous avons les représentants de Boeing qui comparaissent devant la Chambre des représentants, devant la commission d'enquête de la Chambre. Et ce qu'on entend n'est pas très rassurant parce qu'il semblerait qu'il soit question d'une dissimulation de la part de l'entreprise. Rien n'est prouvé, c'est simplement ce qui est raconté à la Chambre des représentants, ce qui est dit dans la presse, et notamment, je vous attire votre attention sur tous les articles du New York Times sur le sujet. Il y en a un il y a une quinzaine de jours qui évoque précisément le problème des relations entre le certificateur et l'entreprise. Il y a une nouvelle loi en 2018 qui réorganise les rapports entre FAA et Boeing et les entreprises. Bon. Et tout ça derrière avec un portrait international assez complexe, dans lequel d'autres grands États que les États-Unis prétendent avoir une autorité aéronautique très rapidement, et dans lequel nous avons l'EASA qui a fait la démonstration de ses qualités depuis quelques années. Donc, si la confiance était la base du fonctionnement du système, des gens s'interrogent, les uns et les autres, et ce dernier accident, de mon point de vue, mérite d'être suivi de très près, parce que il peut avoir des effets, alors, soit des effets désastreux, mais aussi souvent dans des domaines comme ceux-là, des effets sur le progrès, puisque, ayant vu des failles, les uns et les autres, sur le plan international même, s'organisent pour qu'il n'y en ait plus. Voilà, c'est sur cette note optimiste, mais malgré tout, qui reste derrière une question qui n'est pas résolue, que je voulais vous dire que je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à vos travaux et de m'avoir élu membre d'honneur, et je mets tout à votre disposition tout ce que j'ai pu avoir comme expérience sur ce sujet quand vous voulez.